Quand je suis rentrée ce soir-là, après ma promenade habituelle au parc de la Tête d'Or, j'ai tourné la clé dans la serrure de ma maison à Lyon. J'ai poussé la porte. Le salon était vide. Plus de buffet Louis XV qui appartenait à ma grand-mère, plus de pendule en bronze que j'avais acheté aux Puces de Saint-Ouen le jour de mon premier salaire comme professeur, plus de fauteuils Voltaire que mon mari et moi avions chiné ensemble à Bordeaux il y a 30 ans. Je suis restée figée dans l'entrée, mon sac à main glissant de mon épaule. Les murs nus me fixaient. Même les cadres avec les aquarelles de Provence avaient disparu. Sur le parquet en chêne, on voyait encore les traces rectangulaires plus claires là où se trouvaient les meubles. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Cambriolage, c'était ma première pensée. Mais la porte n'était pas forcée. Rien de cassé. Et puis, les cambrioleurs ne prennent pas tout jusqu'au dernier bibelot. Je m'appelle Marguerite. J'ai 63 ans. Toute ma vie, j'ai enseigné la littérature au lycée Édouard Herriot. J'ai économisé chaque euro pour acheter cette maison dans le quartier de la Croix-Rousse, pour la remplir d'objets qui racontent mon histoire, pour avoir un patrimoine à transmettre à ma fille Sophie. J'ai monté les escaliers en courant, malgré mon genou qui me fait mal depuis des années. La chambre de Sophie et Thomas était entr'ouverte. Ils n'étaient pas là, évidemment. Ils ne sont jamais là quand j'ai besoin d'eux. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Il y a 2 ans, Sophie m'a annoncé son mariage avec Thomas. Un jeune homme de 30 et 1 an, cheveux gominés, costume 3 pièces, sourire commercial. Il se présentait comme entrepreneur dans le digital. En réalité, il n'avait jamais eu de vrai travail. Des projets, toujours des projets. Une application mobile par-ci, une start-up dans la blockchain par-là. Rien de concret, rien qui rapporte. Mais ma Sophie, ma fille unique, elle était amoureuse. Elle avait 35 ans, elle enseignait l'anglais dans un collège à Villeurbanne. Une fille sérieuse, indépendante, brillante. Comment avait-elle pu tomber sous le charme de ce garçon? Le jour du mariage, à la mairie du 2e arrondissement, Thomas m'avait pris la main. « Marguerite », m'avait-il dit avec ce sourire qui montrait toutes ses dents, « je vous promets de prendre soin de Sophie. Et vous savez, ma mère est décédée il y a 5 ans. Vous êtes comme une 2e maman pour moi maintenant. J'aurais dû voir le signe. Cette façon de s'incruster dans ma vie. Cette familiarité forcée. 3 mois après le mariage, ils sont venus sonner à ma porte un dimanche matin. « Maman » a commencé Sophie, les yeux baissés. L'appartement que nous louions à Villeurbanne. Le propriétaire vend. Nous devons partir dans 2 semaines. Thomas avait pris le relais, une main sur l'épaule de ma fille. « Marguerite, vous avez cette grande maison. 3 chambres. Nous ne vous dérangerons pas. Juste le temps de trouver quelque chose, quelques mois maximum. Et puis, nous vous aiderons avec les charges, l'entretien. À votre âge, c'est lourd à gérer seul, non? À mon âge. Comme si j'étais une vieille femme décrépite qui ne pouvait plus descendre sa propre poubelle. Mais c'était ma fille. Ma Sophie. Comment dire non? Ils se sont installés début septembre. Au début, tout semblait normal. Sophie partait travailler chaque matin. Thomas restait à la maison, installé dans ma salle à manger avec son ordinateur portable, ses 3 écrans, ses appels téléphoniques interminables. « Je monte une levée de fonds », expliquait-il. « Mon application va révolutionner le marché des vêtements de seconde main. Les investisseurs sont très intéressés. C'est une question de semaines. » Les semaines sont devenues des mois. En novembre, j'ai remarqué que certaines choses disparaissaient. D'abord, 2 petits objets. Un encrier ancien en argent qui était sur mon bureau. Une paire de chandeliers en vermeil. Je me suis dit que je les avais rangés et oubliés. À 63 ans, la mémoire joue des tours, n'est-ce pas? Puis un jour, en rentrant de mes courses au marché Saint-Antoine, j'ai vu Thomas sortir de ma chambre. Il tenait une boîte que je connaissais bien, la boîte en bois sculpté où je gardais les bijoux de ma mère. « Thomas, qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Il n'a même pas rougi. « Ah, Marguerite, je cherchais justement à vous en parler. Sophie m'a dit que vous aviez des bijoux anciens. J'ai un ami qui est expert. Je pensais les faire estimer. Vous pourriez avoir de belles surprises. Certaines pièces anciennes valent une fortune aujourd'hui. J'ai repris la boîte de ses mains. Ces bijoux restent où ils sont. Ce sont mes souvenirs. » Il a levé les mains en signe de reddition, ce sourire toujours là. « Bien sûr, je voulais juste vous rendre service. Ce soir-là, j'ai compté mes bijoux. Ils étaient tous là. Mais j'avais un mauvais pressentiment.
J'ai commencé à faire des photos de mes objets de valeur avec mon téléphone. Ma nièce Claire, qui est notaire à Paris, m'avait toujours dit de garder une trace de mon patrimoine. En janvier, Sophie est venue me trouver dans la cuisine pendant que je préparais ma soupe au pistou. « Maman, nous avons besoin de parler. » Elle semblait nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement. Thomas a une opportunité incroyable. Un investisseur américain veut financer son application. Mais il faut qu'il aille à Paris pour des réunions. Il faut louer un bureau présentable, faire un site web professionnel, produire des échantillons. Ça coûte de l'argent. Oui, j'ai posé ma cuillère en bois. Sophie, tu travailles. Tu gagnes un salaire correct. Et Thomas, quand va-t-il enfin gagner sa vie? Ma fille a rougi. Ne sois pas comme ça, maman. Thomas est brillant. Tous les grands entrepreneurs ont eu besoin d'un coup de pouce au début. Steve Jobs, Elon Musk. Thomas n'est ni Steve Jobs, ni Elon Musk. Thomas est un homme de 31 ans qui vit gratuitement chez sa belle-mère depuis 4 mois. Elle est partie en claquant la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée dans mon lit, j'entendais Thomas et Sophie chuchoter dans leur chambre. J'ai entendu mon nom plusieurs fois. Marguerite. Elle ne comprend pas. Vieux jeu. Le lendemain matin, je suis partie tôt pour Lyon. J'avais rendez-vous avec Claire dans son étude notariale rue de la République. Je lui ai raconté tout. Les objets disparus, les demandes d'argent. Le sentiment d'être prisonnière dans ma propre maison. « Tata », m'a dit Claire en me tenant les mains, « tu dois protéger ton patrimoine. Légalement. Je vais préparer des documents. Et installe des caméras. Discrètement. Si jamais il vole quelque chose, tu auras des preuves. » J'ai suivi son conseil. Le lendemain, pendant que Thomas et Sophie étaient sortis déjeuner à un restaurant que je payais, évidemment, j'ai fait installer 2 petites caméras de sécurité. Une dans le salon, cachée derrière les rideaux. Une dans le couloir du premier étage. Le technicien, un jeune homme très professionnel de l'entreprise Securi Home, m'a montré comment accéder aux enregistrements depuis mon téléphone. Madame Marguerite, ces caméras enregistrent en continu. La mémoire garde tout pendant 30 jours. Vous pouvez consulter les vidéos à distance. C'est comme ça que j'avoue. C'était un jeudi après-midi. J'étais partie à mon club de lecture à la bibliothèque municipale. Nous discussions de Madame Bovary. Mon téléphone a vibré. Une notification. Mouvement détecté dans le salon. J'ai ouvert l'application. Sur le petit écran, je voyais Thomas. Il ouvrait le buffet Louis XV. Il sortait l'argenterie de ma grand-mère, pièce par pièce. Il les mettait dans un grand sac de voyage. Mon sang s'est glacé. J'ai quitté la bibliothèque en courant. J'ai pris un Uber. Je n'avais pas la force de conduire. Pendant tout le trajet, je regardais Thomas sur mon téléphone. Il sortait maintenant les objets des étagères, les petites sculptures en ivoire, les miniatures persanes sous verre, les livres rares de ma collection. Quand je suis arrivée devant ma maison, il y avait une camionnette garée devant. Sur le côté, c'était écrit « Dépôt-vente Prestige Lyon ». J'ai ouvert la porte avec ma clé. Thomas était là, dans le salon, en train de donner mon service à thé en porcelaine de Limoges à un homme en salopette bleue. Thomas. Il s'est retourné. Pour la première fois, j'ai vu son visage sans le masque, sans le sourire. Il était froid, calculateur. « Marguerite, vous êtes rentrée tôt. Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires ?» L'homme en salopette nous a regardés, mal à l'aise. « Écoutez, je vais revenir plus tard. »« Non, » ai-je dit fermement. « Posez ce service à thé. Tout de suite. » Thomas a ri. Une rire, sans joie. « Marguerite, soyons adultes. Vous êtes une femme âgée. Seule. Vous n'avez pas besoin de tous ces objets. Ils prennent la poussière. Sophie et moi, nous avons notre vie à construire. Ces objets valent de l'argent. Un argent dont nous avons besoin maintenant. Vous allez mourir un jour, et qui héritera? Sophie. Alors quelle différence si nous les utilisons maintenant ou dans 20 ans? J'ai senti mes jambes trembler. Mais je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Sors de ma maison. Pardon? Sors. Maintenant. Et emmène toutes tes affaires. Thomas a fait un pas vers moi. Sophie ne vous pardonnera jamais. C'est votre fille unique. Vous voulez la perdre? Pour quelques vieux trucs? À ce moment précis, j'ai entendu une voiture se garer. Sophie rentrait du collège. Elle est entrée, chargée de copies à corriger. « Maman, que se passe-t-il » J'ai montré le sac de voyage rempli de mes objets.
Ton mari vole mes affaires pour les vendre. Sophie a regardé Thomas. J'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Elle savait déjà. Maman, ce n'est pas du vol. C'est un prêt. Thomas a trouvé un investisseur sérieux cette fois. Il a besoin de 50 000 € pour démarrer. Nous te rembourserons tout, avec intérêt. Dans 6 mois maximum. Un prêt ? Sophie, il y a un homme avec une camionnette de dépôt-vente dans notre salon. Ton mari vend mon patrimoine. C'est temporaire, a crié Sophie. Tu ne comprends pas. Thomas est brillant. Cette application va marcher. Nous serons riches. Et toi, tu resteras ici avec tes vieux meubles, toute seule, à attendre quoi ? La mort ? Ces mots m'ont transpercé comme des lames. C'était ma fille, mon enfant. Et elle me regardait comme si j'étais un obstacle à son bonheur. Partez, ai-je dit doucement. Tous les deux. Maintenant. Thomas a pris Sophie par le bras. Viens, chérie. Ta mère est égoïste. Elle l'a toujours été. Elle ne pense qu'à elle. Ils sont partis. L'homme en salopette est parti aussi. Les mains vides heureusement. Je me suis assise au milieu de mon salon à moitié vide et j'ai enfin pleuré. Mais le soir même, en regardant les enregistrements des caméras des 3 derniers mois, j'ai compris l'ampleur de la trahison. Thomas venait régulièrement quand j'étais absente. Il prenait des objets, petit à petit, méthodiquement. Je l'ai vu prendre mes chandeliers, mes livres rares, l'encrier en argent, même une miniature du XVIIIe siècle qui valait au moins 3 000 €. J'ai téléchargé toutes les vidéos, j'ai fait des captures d'écran, j'ai tout envoyé à Claire. Le lendemain, Claire m'a appelé. Tata, c'est du vol caractérisé, avec préméditation. Les vidéos sont des preuves solides. Tu portes plainte ? J'ai réfléchi toute la nuit. Sophie était ma fille. Porter plainte contre son mari signifiait peu, être la perdre pour toujours. Mais le samedi suivant, Sophie m'a téléphoné. Maman, je suis désolée. Vraiment. Thomas est parti trop loin. Nous voulons revenir. Nous n'avons nulle part où aller. Thomas promet qu'il ne touchera plus à rien. S'il te plaît. Sa voix était brisée. J'ai dit oui, parce que je suis sa mère. Ils sont revenus le dimanche soir. Thomas était tout sourire. Il m'a apporté des fleurs achetées chez Carrefour. Marguerite, je vous présente mes excuses les plus sincères. J'étais sous pression. J'ai mal agi. Ça ne se reproduira plus. Et Cielo. Sophie m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Tu es la meilleure. Pendant 2 semaines, ils ont été des anges. Thomas faisait la vaisselle. Sophie cuisinait. Ils payaient leur part des courses. Mais moi, je regardais les enregistrements tous les soirs sur mon téléphone. Et j'attendais. Le coup est venu 3 semaines plus tard. J'avais prévu d'aller passer 1 semaine chez ma sœur Eliane à Marseille. Un petit séjour près de la mer. J'en avais parlé à Sophie le lundi. Le jeudi, pendant que je finissais mes valises, j'ai entendu Thomas au téléphone dans le jardin. J'étais à la fenêtre de ma chambre. Il ne m'avait pas vue. Oui, elle part demain matin. Non, elle sera partie toute la semaine. Les meubles Louis XV, le buffet, les fauteuils, tout. Vous pouvez venir samedi ? Parfait. En liquide, oui. 15 000 ? C'est peu. 20 000 et on fait affaire. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Il allait vendre mes meubles. Pendant que je serais à Marseille, sans défense, à 400 km. J'ai appelé Claire immédiatement. Tata, c'est décidé, tu portes plainte. Maintenant. Et nous allons faire quelque chose d'autre. Ce qu'elle m'a proposé m'a d'abord choquée. Puis, plus j'y pensais, plus ça me semblait juste. Le vendredi matin, je suis partie comme prévu. J'ai embrassé Sophie, j'ai serré la main de Thomas, j'ai pris le TGV pour Marseille. Mais mardi soir, je suis revenue, en silence. J'ai ouvert la porte de ma propre maison avec ma clé à minuit. Le salon était vide, complètement vide. Mes meubles Louis XV avaient disparu. Mes fauteuils Voltaire, mon buffet, ma pendule, même les cadres sur les murs. J'ai monté dans ma chambre. Mon lit était encore là, ainsi que mon armoire. Mais dans le tiroir de ma commode, où je gardais mon carnet d'épargne et mes documents bancaires, tout avait été fouillé. J'ai pris des photos, de chaque pièce vide, de chaque espace nu. Le mercredi matin, je suis allée directement au commissariat de police de Lyon-Catré. J'ai déposé une plainte pour vol avec les enregistrements vidéo, les photos, tout. Le capitaine Moreau, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts, a regardé les vidéos avec attention. Madame Marguerite, c'est très clair. Vol en réunion, abus de confiance. Nous allons émettre un mandat d'amener.
Vous savez où ils sont actuellement? Dans ma maison à Lyon. Ils y sont encore? Oui. Ils ne savent pas que je suis revenue. 2 heures plus tard, la police sonnait à ma porte. J'étais restée dans ma voiture garée plus loin dans la rue. J'ai tout vu. Thomas a ouvert, en pyjama. Il était 14 heures. Les policiers sont entrés. Sophie est sortie en courant, en pleurs. Ils ont fouillé la maison. Dans le garage, dans des cartons, ils ont trouvé certains de mes objets. Pas les meubles, ceux-là avaient déjà été vendus. Mais mes chandeliers, mon argenterie, mes livres rares. Thomas a été menotté. Sophie hurlait. Ce n'est pas du vol, c'est sa belle-mère. Nous vivons ici. C'est un malentendu. Mais les preuves étaient là, sur vidéo, claires, indiscutables. Je suis sortie de ma voiture. J'ai marché vers ma maison. Sophie m'a vue. Son visage a changé. De la surprise au dégoût. « Maman, tu as appelé la police. Tu m'as laissé le choix? Je te déteste. Je ne veux plus jamais te voir. Jamais. » Elle est montée dans la voiture de police avec Thomas. Ils sont partis? Je suis rentrée dans ma maison vide. J'ai fait le tour de chaque pièce. Le silence était assourdissant. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai pleuré. Pas pour mes meubles, pas pour mon argenterie, mais pour ma fille, pour la relation que nous avions eue, pour la femme forte et indépendante qu'elle était et qu'elle avait cessé d'être. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Thomas a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à me rembourser 28 000 €, la valeur estimée des objets volés. Sophie n'a pas été inquiétée. Elle ne faisait que suivre son mari, mais le jour du jugement, elle était là, assise au fond de la salle, seule. Après le verdict, elle est venue me voir dans le couloir du tribunal. « Maman », nous nous sommes regardés. Elle avait maigri. Elle avait des cernes sous les yeux. « Je suis désolée », a-t-elle chuchoté. J'ai été aveugle, stupide. Thomas était. Je ne voyais pas, ou je ne voulais pas voir. Sophie. Non, laisse-moi finir. J'ai demandé le divorce. Je reprends mon nom de jeune fille. Et je voudrais, si tu veux bien, j'aimerais recommencer. Avec toi. J'ai ouvert mes bras. Ma fille s'est effondrée contre moi. Nous avons pleuré toutes les deux, au milieu du couloir du palais de justice. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Sophie vit à nouveau avec moi. Mais différemment, elle paie un loyer, elle participe aux courses. Nous sommes colocataires, 2 femmes indépendantes qui partagent un espace. Elle suit une thérapie. Elle dit qu'elle doit comprendre comment elle a pu se laisser manipuler à ce point. Moi, j'ai récupéré une partie de mes objets. Les meubles Louis XV, je ne les reverrai jamais. Thomas les avait vendus à un antiquaire qui les a revendus à son tour, perdus dans la nature. Mais j'ai racheté d'autres meubles, des meubles qui sont à moi. Pas des héritages, pas des souvenirs, juste des choses que j'ai choisies parce qu'elles me plaisent. Claire m'a aidé à rédiger un testament très clair. Sophie héritera de la maison, mais pas avant ma mort. Et si quelqu'un essaie de me manipuler, de me voler, il perd tout. Certains soirs, quand je regarde Sophie corriger ses copies d'anglais dans le salon, je me demande si j'ai bien fait, si j'aurais dû laisser passer, si une mère doit tout accepter de ses enfants. Mais non. J'ai appris quelque chose à 63 ans. L'amour ne signifie pas l'acceptation inconditionnelle. L'amour signifie aussi avoir le courage de dire non, de poser des limites, de se protéger. Et parfois, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est de lui montrer qu'il y a des conséquences à ses actes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.